Salut à tous mes amis, bienvenue sur la chaîne du Daron. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me touche vraiment particulièrement. Comment est-ce que je suis arrivé à bout de mes problèmes de douleur lombaire? Alors, arriver à bout, c'est un peu tirer les cheveux par expression parce que ma vision là-dessus, c'est plus que l'on gère des problèmes lombaires selon ce que l'on a. Alors un sous-titre un peu tapageur, du lit jusqu'au demi-marathon. Et pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi est-ce que c'était important, il faut revenir dans le temps pour savoir où est-ce que mes problèmes de dos ont commencé. Alors, pour comprendre l'origine de ces problèmes, en fait, il faut se plonger dans le passé. Moi, j'ai été un basketteur d'un assez bon niveau depuis tout jeune, et depuis tout jeune, donc, j'ai été exposé à des problèmes lombaires, même que quand j'avais 16 ans en centre de formation, pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu me pencher tout simplement pour aller chercher le ballon de basket au sol parce que j'avais trop mal au niveau du bas du dos. Alors, à ça, petit à petit, on va greffer d'autres soucis comme des chutes de très haut au basket. Souvent, on va sauter pour un rebond, on va se faire faucher en l'air et on va tomber de toute notre hauteur sur le dos. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Des coups dans le dos, des impacts différents, ce qui fait que sur une période assez longue, il y a eu déjà quelques petits problèmes de bas de dos répétés. Et tout ça jusqu'à ce qu'on arrive un jour de 2018 à l'automne 2018 où je suis pris dans une période, je suis dans un programme en fait de powerlifting et étrangement, je suis dans un deload. Alors c'est quoi un deload? C'est une phase du programme en fait où on va volontairement baisser les charges de travail pour laisser une chance à l'organisme de récupérer. Donc moi je suis dans ce deload, je suis au back squat, je suis avec une barre de 50% sur mes capacités, 50% de mon 1RM et je me dis, tiens, étant donné que j'ai pas beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions, que la charge est très légère, je vais descendre vraiment, je vais essayer de travailler mon amplitude de mouvement. Et sur une répétition, je sens un gros crack. Et franchement, même aujourd'hui, je suis pas vraiment capable de vous dire où c'était. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était dans ma hanche côté gauche. Mais ça va tellement vite que c'est très difficile d'identifier vraiment ce craquement, d'où est-ce qu'il vient à 100%. Mais je comprends qu'il y a quelque chose de pas normal qui vient de se passer. Je pose tout. Et je sais, parce que j'ai un peu l'habitude, ça m'est déjà arrivé, je sais que dans les heures qui suivent, la douleur, quand je me refroidis de l'entraînement, en fait, risque de monter. Puis ça ne manque pas. La douleur monte et avec en plus des symptômes, j'avais l'impression d'avoir les deux jambes en feu. En fait, j'avais l'impression d'être en feu à partir de la taille, avec des symptômes aussi de picotement dans les jambes. Bref, tout un tas de symptômes et je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut ajouter à ça aussi que c'était une période très intense, comme j'étais en train de le dire. Alors, pas seulement du côté de l'entraînement était très intense, mais aussi également au niveau du travail. Je suis entraîneur, j'avais de plus en plus d'heures de travail, de plus en plus de clients. Je travaillais sur la route, donc beaucoup d'heures passées également dans la voiture. J'avais 3 enfants déjà à l'époque, donc grosso modo, je n'avais pas une minute à moi. Je dormais mal, je dormais pas très bien, je ne récupérais pas assez bien par rapport à tout le travail que je fournissais. Puis en fin de compte, j'ai l'impression que cette blessure, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors au début, comme je disais, c'était plus une sensation de brûlure. C'est étrange parce que j'avais ces sensations qui n'arrêtaient pas dans les jambes, mais je n'avais pas vraiment de douleur à proprement parler. Mais la douleur s'est greffée après, petit à petit, au fil du temps. Commençais à sentir des gênes au niveau du bas du dos, mais surtout des douleurs dans les hanches, des douleurs sur l'extérieur du genou, et je commençais à sentir aussi quelques douleurs, mais surtout des fourmillements sur l'extérieur du pied. Et ce qui est étrange, c'est que ça pouvait changer de côté, c'était à bascule selon les jours. Je me suis retrouvé alité pendant quelques semaines parce qu'en plus le moral commençait petit à petit à descendre et je ne pouvais pas marcher plus de 10 minutes sans avoir trop mal ou sans avoir tout un tas de symptômes comme je l'expliquais. Je me suis retrouvé alité pour essayer de récupérer au maximum. J'essayais aussi de marcher un peu, mais je pouvais difficilement dépasser 10 minutes de marche parce que la douleur augmentait. Et inutile de préciser que pour un sportif comme moi, c'était la déprime totale.
Alors, j'ai rapidement commencé à voir mon physio, qui est également un ami, ainsi que le médecin qui m'a mis sur des médicaments quand même assez forts parce que c'était impossible de dormir, les symptômes étaient permanents. Donc, je dois avouer que quand même, les relaxants musculaires m'ont aidé à dormir dans cette période-là qui était très difficile. Du moins, à dormir au moins un petit peu. Après plusieurs mois sur la physiothérapie et sur la médication, sans vraiment de résultats apparents, mon physio a décidé de me faire passer un IRM. Alors la façon dont ça se passe ici, c'est qu'on va voir le médecin qui nous donne une requête pour passer une IRM. Et moi, j'étais assez pressé quand même, donc j'ai passé cette IRM au privé, en payant, parce que je voulais des résultats assez rapidement. Sans que je le sache à ce moment-là, ouvrir l'enveloppe des résultats de l'IRM et les lire, c'était en quelque sorte le coup de bambou sur la tête qui allait conditionner l'enfer des mois suivants. Alors si je me souviens bien, on pouvait lire hernie discale L5S1. Deux hernies intraspongieuses au-dessus. Alors hernie intraspongieuse, en fait, c'est des hernies qui, au lieu de percer en arrière du disque, vont percer dans le plateau vertébral supérieur ou inférieur. Grosso modo, la hernie pousse dans l'os, elle sort dans l'os. Il y avait également arthrose multi-étagée, arthrose facétaire, arthrose lombaire sur 2 niveaux. Il y avait aussi maladie dégénérative du disque intervertébral. Donc ça, dès qu'on voit maladie dessus, forcément on a peur. En gros, dans ma tête, à ce moment-là, c'était la confirmation que j'étais foutu. Donc ça me paraissait catastrophique. Après, ça a été la descente aux enfers. Petit à petit, la spirale de la dépression s'est installée parce que les gens vont souvent manifester de la dépression lorsqu'ils ont des problèmes de dos assez importants et qui sont en douleur la majeure partie du temps. Donc moi, de mon côté, grosso modo, je passais beaucoup de temps au lit, je ne mangeais plus, j'ai perdu beaucoup de poids, je ne sortais plus. En fait, ma vie, c'était j'allais travailler, le minimum que j'avais besoin avec mes clients, je rentrais, je me couchais. Je retournais travailler, je rentrais, je me couchais. Puis quand venait le moment de dormir, l'anxiété, le stress, la dépression faisait que je n'arrivais pas à dormir. Donc des fois, je m'endormais peut-être à 9h30, 10h le soir, mais je me réveillais 1 heure plus tard, puis je ne pouvais plus dormir de la nuit. Donc c'est pour ça, en fait, c'est plus précisément à ce moment-là que la médication pour dormir s'était un petit peu intensifiée. Mais donc ça a eu un impact sur ma vie sociale absolument colossal. Je ne m'entraînais plus, je ne voyais plus d'amis, bref, je ne faisais plus rien. Vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à repartir de l'avant? En fait, c'est quand j'ai touché le fond. C'est quand j'ai touché le fond, mon ami, qui était donc physiothérapeute, après plusieurs mois de travail ensemble, m'a tout simplement lâché la phrase « Je ne te traiterai plus tant que tu n'iras pas voir un psy ». Et là, comme beaucoup de monde sûrement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? J'ai un problème structurel et il m'abandonne en m'envoyant voir un psychologue pour quelque chose de mental qui n'a rien à voir. Donc sur le coup, en fait, j'étais fâché, mais je ne savais pas encore qu'il était en train de me faire un bien immense et qu'il avait soulevé un problème très important chez moi. Donc au début, j'étais dans le déni. Je restais comme ça, j'avais ma douleur, j'avais des gros up and down par exemple, j'étais capable de faire varier ma douleur énormément à l'intérieur d'une même journée. Et ça allait pas bien par contre, je dégradais énormément moralement. Et un jour, je me suis retrouvé dans la voiture, je devais partir chez un client, puis dans la voiture, je me suis senti à un moment donné complètement perdu. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus ce que je faisais. Et j'ai appelé ma belle-mère qui m'a énormément aidé mentalement à ce moment-là parce que je suis expatrié, je vis loin de ma famille. Mais donc j'avais pris l'habitude de lui parler de ces problèmes-là. Et quand je suis arrivé chez ma belle-mère et mon beau-père m'a amené à l'urgence avec ma belle-mère et c'était la meilleure chose à faire. Alors je suis arrivé à l'urgence, j'étais à peine capable de marcher, j'étais à peine capable de parler également. Donc je suis rentré pour un problème mécanique et pour faire des examens sur mon dos et je me suis retrouvé à passer la journée en réalité en psychiatrie. Puis j'ai eu une grande chance, c'est que bien que des fois on puisse critiquer le système d'urgence au Québec, je suis tombé sur un médecin absolument fabuleux. C'était une dame qui
m'a fait passer quelques examens pour me rassurer, qui m'a dit que ce qui me paraissait énorme sur les résultats de mon IRM était en réalité quelque chose qu'on voyait souvent chez les athlètes de haut niveau, hein. On finit par être usé un peu plus rapidement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de faire des choses et qu'on va rester en douleur tout le temps. Donc, selon elle, ma douleur était beaucoup trop importante par rapport à ce qu'elle voyait sur ces imageries. Elle m'a pris dans les bras et elle m'a dit, vous avez déjà vaincu ça il y a 5 ans, vous allez le vaincre aujourd'hui encore plus rapidement. Et pourquoi? C'est parce qu'elle a tout simplement vu dans mon dossier que j'avais déjà fait une dépression majeure 5 années auparavant qui avait duré 2 ans. Donc, elle a eu le bon réflexe de m'envoyer en psychiatrie où j'ai rencontré 2 psychiatres ou psychologues, j'ai oublié, qui étaient absolument fantastiques, qui m'ont aiguillé, qui ont passé quelques heures avec moi. Et devant eux, pour pouvoir sortir le soir même, je me suis engagé à suivre une psychothérapie. Et quand je suis sorti de l'hôpital le soir, mon état s'était amélioré de 80%. Donc ça vous donne une idée en fait de l'importance du psychique et de sa relation avec la douleur physique. Vous allez vous demander tout simplement ce que j'ai découvert en psychothérapie. Ben ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Grosso modo, j'ai découvert que pendant très longtemps, je me mentais à moi-même et qu'il y a des situations de ma vie que je n'osais pas ou tout simplement, par réflexe, mon cerveau n'osait pas affronter. On va revenir dessus plus précisément parce qu'en fait, maintenant, j'ai décidé de vous expliquer ce que j'ai fait pour aller mieux en 2 volets. Il va y avoir le premier volet qui est physique et le deuxième volet qui est le volet psychologique, le volet mental. Pour la partie physique, je suis quelqu'un de proactif. Dès que quelque chose ne va pas, je vais étudier la chose. Je vais essayer de voir pourquoi est-ce que c'est arrivé et je vais toujours avoir ce réflexe de vouloir, moi, prendre mon destin en main, de prendre les choses en main, grosso modo. Alors, j'ai décidé d'étudier sur les problèmes de dos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épluché des études scientifiques. J'ai lu beaucoup de livres également là-dessus. Et donc, en étudiant un petit peu tout ça, en cherchant des articles, c'est là que j'ai fait la connaissance avec les travaux du docteur Stuart McGill. On l'appelle Dr. Spine. C'est un des docteurs en biomécanique sur la colonne vertébrale les plus reconnus dans le monde. Alors, il est tantôt adulé, tantôt décrié, il y a des pour et des contre, mais c'est comme un petit peu tout dans la société aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé son travail. J'ai donc acheté dans un premier temps son livre Back Mécanique. Quel est le but du livre Back Mécanique? En fait, il veut aider les gens, c'est un petit livre, il veut aider les gens à se prendre en charge lorsqu'ils ont des problèmes lombaires. Comment évaluer ces problèmes-là, comment voir ce qui fait mal et mettre en place des actions faciles au quotidien qui vont faire qu'on va pouvoir améliorer la situation. J'ai énormément aimé ce livre que j'ai lu en un temps record et je suis passé au livre, je dirais à la coche supérieure qui s'appelle Ultimate Back Fitness. C'est un contenu qui est un peu plus pour les spécialistes, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté son organisme BackFit Pro pour voir un petit peu les formations qu'il y avait. Il se trouve que mon ami Michael Fulham de Fonction Optimum au Québec, qui offre des super bonnes formations, faisait venir l'équipe du Dr. Stuart McGill à Montréal pour les formations Back Mécanique et McGill 2. Je me suis donc inscrit. J'étais décidé à faire de mon problème une force pour non seulement m'aider à moi, mais aider les gens qui souffrent de la même chose par la suite. Pour moi, j'ai donc rapidement mis en place tout ce que j'avais vu dans Back Mécanique, dans le livre et dans la formation tout en étant guidé. Donc, je ne peux pas trop rentrer dans le détail des tests, parce que c'est assez pointilleux, les tests d'évaluation. On appelle ça des tests de provocation. Et grosso modo, le but de McGill, c'est d'arriver à provoquer ce qui amène l'inconfort par des mouvements. Donc, on va tester la flexion, on va tester l'extension, on va tester la compression, on va tester la rotation et on va retester la flexion et l'extension, mais avec de la compression, en rajoutant de la compression. Et on fait aussi des tests qui peuvent montrer un problème de sciatique comme celui qu'on appelle le leg raise
ou le test LASEG, c'est tout simplement allongé sur le dos, arriver à monter une jambe tendue pour voir si ça reproduit des symptômes dans la jambe qui montreraient un aspect positif pour un problème de sciatique. Alors pour moi, c'est un cocktail. Étrangement, quand je le fais, sur la flexion, je n'ai pas vraiment de gêne, je n'ai pas vraiment de douleur. J'ai une limitation en termes de mobilité, mais pas de douleur, pas de gros inconfort. Donc ce qui montre que la hernie trouvée en L5-S1 n'est peut-être pas la cause réelle de la douleur. Par contre, je présente une gêne plus poussée sur l'extension et encore plus sur l'extension avec la compression. Puis ça montre que par contre, mon début d'arthrose et l'inflammation qu'il y a au niveau des facettes articulaires postérieures des vertèbres, quand elles se pressent, ça par contre, ça me gêne. C'est quelque chose qui déclenche de la douleur et des symptômes. J'ai aussi une petite gêne à la rotation, sur la rotation au niveau de la colonne lombaire, et j'ai aussi le test LASEG, donc positif, qui montre que je souffre un peu au niveau du nerf sciatique. Sachant ça, et suivant les recommandations du livre, j'ai donc essayé de mettre en place une première fois les recommandations de McGill, c'est-à-dire dans un premier temps, spine hygiène, il appelle ça comme ça, mais grosso modo, c'est déjà d'éviter les mouvements qui causent de la douleur et qui pourraient imiter la blessure. Pourquoi? Parce que ça garde le cerveau sensible. On est très sensible à la douleur et lui, ce qu'il veut dans un premier temps, c'est désensibiliser un petit peu, faire baisser la douleur pour arriver à mettre en place les exercices. La première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis les exercices en place trop vite. Les exercices étant le cat camel, un exercice de mobilité que je vais montrer, je vais revenir sur les exercices pour les démonstrations. Pour l'instant, je dis un peu tout ce que j'ai fait et on va garder une portion démonstration. Donc cat camel, une série. Derrière, il y avait le McGill Bird Dog. Ensuite, il y avait le curl up. Et ensuite, il y avait le side bridge. Alors, le side bridge, c'est un genre de planche sur le côté. Le curl up, c'est des genres de crunch modifiés pour ne pas changer la courbure, la lordose lombaire, le petit creux en bas du dos, et pour travailler en isométrie. Parce que tout se fait en isométrie, c'est-à-dire une forme de gainage statique. Ensuite, il y avait le bird dog, qui est un exercice où on va être à quatre pattes au sol, où on va lever un bras et la jambe opposée qui va travailler un petit peu en anti-rotation, qui va activer la chaîne postérieure. Donc, l'erreur, c'est que c'était trop tôt. Et j'étais un peu victime de ma personnalité, je faisais ces exercices un petit peu trop fort, trop vite. Je voulais respecter exactement le nombre de séries qui donnait, le nombre de répétitions, et en fait, ça n'a pas marché parce que au lieu d'améliorer la situation, ça m'a fait encore plus mal et ça faisait monter la douleur. Il fallait juste que j'écoute mon corps. Donc à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Je me suis concentré vraiment sur l'hygiène lombaire et un peu de marche, essayer d'augmenter la marche tranquillement. Ça, c'est un point important, la marche. McGill appelle ça le baume naturel. Pourquoi? Parce que selon lui, le fait de marcher fait un effet de pompe au niveau des disques qui, pour simplifier, reprennent un petit peu de leur hauteur et ça peut jouer sur la douleur. Mais si on marche trop, ça peut faire augmenter la douleur si le nerf est vraiment irrité, en cas de sciatique notamment. Donc ce qu'il faut faire, c'est des petites portions de marche, s'asseoir, récupérer, recommencer, s'asseoir, récupérer ou tout simplement commencer peut-être par 5 minutes, par 10 minutes et augmenter progressivement. Lors de cette période d'évitement de mouvement au niveau de la colonne vertébrale, c'est vrai que c'est quelque chose, les gens en parlent souvent sur les différents réseaux quand on parle de McGill, c'est vrai que j'ai observé une perte de mobilité. Mais en même temps, j'ai observé une grosse baisse de la douleur. Et la priorité à ce moment-là, c'était ça. McGill le met énormément en avant dans son travail, de dire que la mobilité, c'est quelque chose qui est sain, mais dans une période de douleur intense liée à des problèmes sur la structure de la colonne lombaire, ce n'est possiblement pas la priorité. La priorité est de faire baisser la douleur et souvent ça passe par de la stabilité. Donc lui, son but avec les exercices dont j'ai parlé, avec le fameux Big Three, ça va être de stabiliser au maximum la colonne lombaire
pour éviter les micro-mouvements qui peuvent donner des douleurs. Et il appelle ça d'ailleurs super stiffness. Il va préconiser le cat camel, donc un mouvement où on va arrondir le dos, creuser le dos, le faire très doucement et ne pas aller jusqu'à un étirement maximum, surtout s'il y a de la gêne. Pourquoi? Alors lui va dire que avec 8-10 répétitions par jour, c'est déjà suffisant pour maintenir une certaine mobilité lombaire. Moi, personnellement, quand ma douleur a baissé, j'ai réintégré ces exercices, mais de façon plus progressive. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de faire 3 séries de 6 fois 10 secondes sur chaque mouvement, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait qu'une série. Une série de temps de secondes. De cet exercice. Si un exercice me gênait, au début, je ne le faisais pas. Et je suis vraiment monté très graduellement dans la planification en fait, des exercices et dans le volume total de travail. Alors attention, le but de McGill n'est pas vraiment de travailler la force du corps, de la colonne lombaire, de la sangle abdominale. Son but, c'est de stabiliser, son but, c'est d'activer. Donc lui, comme il dit, c'est mieux d'activer quotidiennement la colonne lombaire avec des petits exercices qui vont durer grosso modo 10 à 15 minutes, plutôt que de la travailler 2-3 fois par semaine très fort. Parce que ce qu'on a besoin dans ces moments-là, dans ces moments d'instabilité et de douleur, c'est justement de stabiliser la colonne. Et comment est-ce qu'elle va être stabilisée? Elle va être stabilisée tout simplement en activant les muscles qui la tiennent en place, donc le corps à 360 degrés. Et pour ça, même quand on va planifier nos séries, on ne veut pas, par exemple, faire de suite un 30, 40, 50, 60 secondes de gainage. Parce que ça veut dire que quand on arrive au moment où on est fatigué, on sent toujours qu'on tremble un petit peu. Donc notre colonne va se mettre à trembler et à être instable et le travail n'est pas qualitatif. Donc généralement, ce que McGill va proposer, c'est une méthode qui vient de la Russie, qui veut dire qu'on va peut-être faire 3 séries. L'idéal pour lui serait de faire 6 fois 10 secondes lors de la première série. Ensuite, de faire 4 fois 10 secondes lors de la deuxième et 2 fois 10 secondes lors de la dernière. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'énergie petit à petit quand on travaille. Et sachant que ce qu'on recherche, c'est une activation, sur une échelle de 10 en termes d'intensité, on veut se retrouver à 5, 6, pas plus. Parce que si on arrive plus proche de 10, ça devient du travail. Et là, on n'active pas les muscles du corps, on les fatigue. Et ils pourront moins bien faire leur travail par la suite. Là, je vous propose maintenant les exercices de démonstration du cat camel et du big three. Alors, on va commencer les démonstrations ici avec le cat camel en mobilité de la colonne vertébrale. Alors, sur le premier mouvement, on voit qu'on va faire le dos de chat, entre guillemets, où on va monter pour arrondir le dos tout en regardant le pubis. Sur la deuxième partie, on va vouloir remonter la tête en regardant devant tout en creusant le bas du dos. On va faire comme ça un flot de mouvement en fait sans aller au maximum de notre amplitude parce qu'on ne veut pas justement déclencher de douleur sur ce mouvement-là. Donc on va avoir un flot continu et lent. Ensuite, le deuxième exercice est le McGill Curl Up. Donc comme on voit ici, on place les mains sous le dos pour faire un coussin lombaire. Ensuite, on va plier la jambe. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va doucement tracter les épaules vers le haut en gardant le cou dans une position neutre. Et on reste un temps voulu en haut en isométrie, c'est-à-dire 5 à 10 secondes. On va ensuite descendre, changer de jambe et reproduire le mouvement statique autant de fois qu'on a de répétitions à faire. Le but ici est d'utiliser la technique du bracing, c'est-à-dire qu'on va pousser, on imagine qu'on a une ceinture et on pousse les abdominaux vers l'extérieur pour contracter le plus de muscles de l'abdomen possible. Maintenant, on va voir le mouvement du side bridge. Alors ça, c'est la version un peu simplifiée sur les genoux. Ce que l'on veut faire, c'est déjà placer la colonne vertébrale comme un I, pas comme un C. On veut qu'elle reste droite. On va pousser le bras dans le sol pour bien activer l'épaule. Là, ce qu'on va faire, c'est contracter les fessiers en les poussant vers l'avant, poussant les hanches vers l'avant, pendant qu'on monte également les hanches vers le ciel. On appuie le bras dans le sol et on reste statique là aussi la durée
voulu. Et on reproduit le mouvement pas en alternance, mais on finit tout un côté pour faire ensuite l'autre côté, là aussi pour le nombre de répétitions voulues, et on va beaucoup chercher les obliques et le carré des lombes. Ici, on voit la version un peu plus difficile en passant sur les pieds plutôt que sur les genoux. Ça met plus de tension lors du mouvement. En plaçant le pied en avant et l'autre en arrière, on va avoir également une sollicitation des muscles adducteurs et abducteurs de la hanche. Ensuite, on va terminer par le mouvement le plus complexe, je pense, du Big Three, qui est le Bird Dog. Alors, on fait glisser la main et le pied comme ça au sol et on va relever en faisant attention de garder le bas du dos neutre, la colonne neutre. On ne lève pas trop le pied parce qu'on ne veut pas courber trop le dos. On tend la jambe derrière, on tend le bras devant. On va revenir en position initiale. Et on fait le nombre de répétitions voulues d'un côté avant de changer là aussi pour faire le nombre de répétitions voulues de l'autre côté. Alors ça, on travaille énormément la chaîne postérieure, on va travailler énormément en anti-rotation également. On voit là une version un petit peu plus facile du Bird Dog, c'est-à-dire qu'on va utiliser que les pieds si on n'a pas la stabilité suffisante. On va tendre une jambe derrière en gardant les mains au sol. On peut commencer comme ça avant de passer à la version la plus difficile. Alors maintenant, vous vous en doutez, au fur et à mesure, quand on va mieux, on va vouloir réintégrer des choses. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? C'est rebâtir des hanches. On va rebâtir des hanches parce que bien souvent, l'inactivité qui est induite par la douleur va faire en sorte qu'on va perdre de la force, on va perdre de la qualité de connexion entre le cerveau et les muscles des hanches. Donc on va vouloir rebâtir tranquillement les hanches par des exercices. Alors, on entend souvent parler du glute bridge pour refaire le grand fessier, des exercices pour refaire les abducteurs de la hanche. On va même travailler le psoas, beaucoup d'exercices comme ça. Et une fois qu'on a rebâti les hanches, eh bien, petit à petit, on veut réintégrer des mouvements parce que on veut que la personne, moi, ce que je voulais personnellement, c'était quand même à ce moment-là me dire que je pourrais retourner à l'activité physique. J'ai toujours eu conscience que je ne voulais pas retourner vers l'activité physique qui m'a blessé. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné chez l'être humain, c'est cette façon de se détruire en faisant quelque chose et d'être obsédé à y retourner. Moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est j'aime l'activité physique, j'ai 3 enfants, je veux être en forme et surtout, je ne veux plus jamais me retrouver dans cet état absolument misérable psychologiquement que celui dans lequel j'étais pendant cette période-là. Donc, j'ai admis que j'allais devoir changer les choses, que j'allais devoir changer ma façon de m'entraîner. Et d'ailleurs, j'avais lu à ce moment-là quelque chose de très intéressant que disait aussi Stuart McGill dans ses livres, c'est que chaque période de la vie correspond à une façon de s'entraîner. Quand on a 20 ans, 30 ans, peut-être qu'on veut performer. Quand on a 30 ans à 50 ans, on est un professionnel qui doit pouvoir aller au travail. On ne veut pas se blesser à l'entraînement et faire sauter des jours de travail et ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants. Lui disait qu'il était à 60 ans et plus, donc son but en entraînement, c'était de pouvoir donner des conférences de 2 heures ou 3 heures debout. Mon challenge à moi était donc de réintégrer des mouvements, mais sainement. C'est-à-dire réapprendre à squatter vraiment dans une façon plus adaptée à la condition de ma colonne vertébrale, c'est-à-dire en étant capable de maintenir la colonne neutre jusqu'en bas. Beaucoup de gens vont dire que c'est du blabla, que de toute façon la colonne bouge quoi qu'il arrive. C'est pas faux, la colonne bouge quoi qu'il arrive. La colonne peut bouger, la colonne est faite pour bouger, mais quand on a une colonne qui montre des signes d'usure, il faut y faire attention, surtout que lorsqu'on a déjà eu une hernie discale, parce qu'on sait que un cumul de flexion, si on a une flexion lombaire en descendant sur un squat, et de compression par une charge qu'on va rajouter, ce cumul-là va induire possiblement une blessure ou une hernie plus facilement. Moi, mon challenge, en fait, c'était de réintroduire les mouvements, mais de façon plus qualitative, ou je devrais dire façon plus adaptée par rapport à l'état actuel de mon dos.
Donc, il a fallu que je réapprenne à squatter pour squatter vraiment, vraiment, vraiment avec une colonne neutre. Là, beaucoup de gens vont dire, oh non, non, mais ça, je sais que ça fait grand débat. Beaucoup de gens vont dire, non, ça veut rien dire, on peut squatter, deadlifter avec le dos rond. Moi, personnellement, je partage moyennement cet avis. Sans charge, peut-être. La colonne est faite pour bouger. Mais quand on va commencer à avoir des charges importantes, le fait de cumuler sur un squat, par exemple, une flexion avec une compression peut amener plus facilement à la blessure au niveau du disque intervertébral. C'est la même chose pour le deadlift. Alors j'ai dû retravailler mon deadlift, peut-être rehausser un peu plus la barre par rapport au sol, avoir le dos neutre quand je le travaillais, remonter les charges très très tranquillement. Mon but n'était pas du tout à ce moment-là de retourner au powerlifting, c'était juste de pouvoir m'entraîner et rester en forme. Et ça peut paraître anodin, mais même des exercices où on pense que la colonne n'est pas engagée risquent de faire mal dans un premier temps. Moi, je donne toujours l'exemple des dips où on va se dire finalement, la colonne est en décompression, comment est-ce que ça peut faire mal de faire des dips? Ben moi, quand j'ai réintroduit les dips, les premiers temps, lorsque j'étais en bas du mouvement, il y avait quand même une instabilité qui faisait que j'avais une petite douleur au niveau de la colonne lombaire. Mais au fur et à mesure des semaines, en réintroduisant le mouvement, mon cerveau a compris que ce n'était pas un mouvement dangereux, donc la douleur a baissé jusqu'à disparaître. C'était la même chose sur le bench press. Souvent, moi j'ai changé mon bench press parce que on dit souvent que quand on le travaille en force, il faut faire un pontage, c'est-à-dire qu'il faut arquer quand même le dos pour couper un peu du range of motion, pour couper de l'amplitude de mouvement. C'est quelque chose que j'ai arrêté et je bench maintenant, comme j'ai des très longs bras, je mesure 6 pieds 7 avec des très longs bras, 2,01 m pour les gens qui sont en Europe. Je veux couper un petit peu de distance sur mon bench press, j'utilise ce qu'on appelle un shoulder saver, qui est un pad qui se met sur la barre et qui imite des boards qu'on va mettre sur la poitrine pour travailler amplitude partielle sur le bench press. Ce qui fait que je ne suis pas obligé de faire un pontage et j'ai une amplitude qui fait que je ne me fais pas mal aux épaules. Une partie que je voulais évoquer brièvement, c'est la décompression lombaire. Alors, on va dire, ouais, quand on a un problème au niveau du disque, c'est bien de faire de la décompression. Je vais vous partager en fait mon expérience avec ça. On voit beaucoup de gens qui vont se pendre à une barre pour faire de la décompression. Mais pour moi, au début, ça, c'était gênant. Mon dos ne le prenait pas du tout. J'ai appris dans mes cours qu'il y avait une autre méthode qui s'appelait le Park Bench Decompression. C'est une autre méthode qui fait qu'au lieu de se pendre dans le vide, on a toujours les pieds en contact avec le sol et on va appuyer nos mains sur un banc ou tout simplement sur un comptoir de cuisine pour être capable d'allonger le dos progressivement, toujours en ayant au moins les pointes de pied en contact au sol. Pourquoi est-ce que c'est bon? Parce que moi j'ai remarqué que quand on va faire une décompression à la barre, si les pieds ne touchent pas le sol, le cerveau ne va pas vouloir qu'on s'étire complètement parce qu'il veut protéger notre corps. Il ne veut pas qu'on s'écartèle. Donc, vous allez remarquer, vous pouvez faire l'expérience, vous vous accrochez à une barre, vous êtes les pieds dans le vide, vous allez voir que finalement, vous ne vous allongez pas tant que ça. On maintient une tension dans les muscles du dos et d'ailleurs un petit peu partout. Tandis que si vous accrochez la barre, mais que vous gardez les pieds en contact avec le sol. Alors on n'appuie pas les pieds au sol, on plie les jambes et on laisse les fessiers descendre vers le sol, on les laisse descendre vers le bas. On va s'apercevoir que le fait d'avoir encore un peu les pieds en contact avec le sol, le corps a tendance à s'allonger plus facilement et on va faire une vraie décompression. Certaines personnes sont soulagées par la décompression, d'autres sont moins soulagées par la décompression. Moi, cette méthode-là, c'est celle qui m'a le plus soulagé. Maintenant qu'on a évoqué le physique en profondeur, on va évoquer ce qui a été pour moi un véritable game changer, c'est l'aspect mental.